Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Makers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérian. Salut Julien. Salut Valérian. Alors, on t'a pas vu de l'été. T'étais assez occupé. Du coup, j'imagine que t'as eu un été assez mouvementé. Oui, alors en fait, j'ai profité de l'été pour faire des migrations qui étaient vraiment attendues chez Crisp. En fait, chez Crisp, on a énormément de projets en microservices, des projets web basés sur Vue, etc. On a une centaine de serveurs qui font tourner tous ces microservices-là, et tout est géré en fait un peu comme on faisait en 2015, entre guillemets, dans l'état de l'art, c'est-à-dire c'est des machines virtuelles et on gère un peu ça à la main ou avec des scripts. Et en fait, il a fallu mettre à jour, rattraper 4 ans de mise à jour sur ces serveurs. À peu près 3 ans de mise à jour sur Vue.js et tous les projets annexes. Donc ça a été assez compliqué. On a tout fait en même temps pour que l'année qui arrive soit clean et qu'on puisse commencer à faire de la feature. T'as combien de microservices actuellement? On en a une cinquantaine de ce que j'ai calculé sur Crisp. Donc ça peut aller du microservice qui gère le routing des messages au microservice qui va gérer la facturation des clients, au microservice qui va gérer les analytics, etc. Ouais. Et chaque microservice va parler avec un type de base de données, etc., qui est un peu de plus ou moins spécialisé avec un type de sujet, parce que sur Crisp, on fait du messaging, mais on a aussi de l'analytics, on a un centre d'aide, etc. Donc en fait, on a tout un tas de bases de données qui sont plus ou moins différentes. On a du Mongo, on a du Tout ça, MySQL, on faut a du mettre à jour, en Redis. fait, c'est ça. Bah oui, voilà, il faut mettre à jour tout ça, et on peut pas tout mettre à jour one shot. Donc c'est vraiment du rolling update. Tout est répliqué soit en master slave, soit quand on est sur du Mongo, on a des répliques assets. Donc primaire, secondaire, arbitre. Donc en fait, ça nous permet de faire des mises à jour zéro downtime, Ouais. mais ça n'empêche que, en fait, au final, il y a beaucoup de serveurs. En fait, l'infrastructure est splittée sur plein de petits serveurs chez Ubuntu, quoi. DigitalOcean. Donc c'est pareil chez AWS, etc. Donc c'est des Debian. C'est des petites machines virtuelles. Donc l'avantage, c'est que c'est facilement backupable, c'est minimal. C'est facilement migrable en fait si jamais il y a un problème sur l'hyperviseur, donc c'est le serveur physique qui va faire tourner le serveur. Et l'avantage c'est que on peut avoir une base de données MySQL qui sera répliquée et on peut garantir qu'elle est dans le data center hébergée sur 2 machines physiques différentes. Donc ça peut arriver qu'il y ait des machines physiques dans les baies qui dysfonctionnent, qui se mettent à l'arrêt, et ben en fait on aura toujours une disponibilité de la base de données. Ouais. Mais le Parce problème que, de ça, c'est que ça ajoute beaucoup de complexité à gérer. parce qu'en fait, le point aussi qu'on voulait évoquer dans cet épisode, c'est que quand on a un SaaS, il arrive un moment où on va devoir mettre à jour la stack, que ce soit du front, par exemple Nux 2 à Nux 3 ou de Vue 2 à Vue Mhm. 3, ou que ce soit même sur du back-end, un framework back-end à mettre à jour, ou même tout simplement la version d'Ubuntu, la version de Elasticsearch, la version de MySQL qui Mhm. passe de version 5 à 8, par exemple, peu importe. Et tout ça, c'est un truc que l'on découvre un peu quand on est dans les tranchées, dans le SaaS. Et finalement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale. Parce que enfin, moi, comment je l'ai vécu aussi cet été, parce que j'en ai profité que ce soit un peu plus mort pour migrer cet été, c'est que c'est un moment qui prend du temps. On pense toujours le faire en un mois et finalement, en fait, ou en une semaine, ça prend peut-être le double du temps. Et c'est une période ultra frustrante. C'est comme ça que j'ai vécu parce que tu peux pas pusher de nouvelles fonctionnalités. Et je me suis même fait la remarque, je sais pas si ce que tu en penses, c'est que pour le coup, quand tu as du cash, c'est peut-être le bon moment de l'investir dans de l'aide pour mieux gérer ces migrations-là, tu vois? Quitte à prendre un freelance pendant, 30 jours, à fond, pour nous aider à faire une migration en front ou en back, de manière à pas, faire de pas se cramer quoi, tout simplement. Pour quelque chose de très sensible, on va dire, comme une infrastructure qui héberge beaucoup de données, etc., qui sont relatives aux clients, je dirais que c'est mieux de l'internaliser, même si c'est très rébarbatif. Pour du framework type Vue, etc., oui, en effet, ça peut être une bonne idée de déléguer ça à un freelance. Et toi, derrière, tu cadres un peu son travail et tu peux te servir aussi éventuellement de GPT pour te suggérer des types de migration, comment changer un composant Vue.js pour l'adapter de Nux 3, de Nux 2 à On est Nux servi de 3, etc. ChatGPT cet été un peu pour, Personnellement, non, mais je sais que Baptiste chez Crisp ouais. utilise beaucoup ChatGPT pour suggérer du code, etc. Enfin, et notamment dans les migrations, il s'en est beaucoup servi parce qu'en fait, chez nous, Baptiste et Elliot ont beaucoup géré en fait les migrations des projets web. Ça a été aussi assez laborieux. Donc tout l'été, en fait, Baptiste et Elliot chez nous ont géré le web, moi j'ai géré le back. Et on a aussi profité pour faire une passe, puisque la code base date de 2015,
pour en fait, on a une code base en JavaScript, mais on a voulu quand même en fait avoir un linter, enfin un TypeScript checker, qui permet de vérifier si d'avoir une sorte de notion des types tout en étant en fait dans Ouais, du JavaScript de base. ils nous Et ont expliqué ça dans le ouais. dernier épisode qu'on a fait. Et ça a été extrêmement laborieux aussi pour eux de faire ça. Ils se sont beaucoup servis de, Ouais, pour de, générer toutes les règles. de ChatGPT pour générer les règles. Et puis après, ça a été intégré dans un ESLint pour le linting. Et puis après, on a aussi généré des types pour les librairies communes qui nous permettent de vérifier si on fait des erreurs. Et ça peut faciliter sur le long terme les migrations, notamment, je te donne un exemple, quand tu fais du billing, tu as l'API de Stripe que tu vas consommer. Stripe exporte des types. Si tu mets à jour une fonction qui tape dans Stripe et que tu oublies un argument, etc., ça va te le suggérer si tu veux. Tu vas gagner du temps en fait, tout simplement. Ouais, avec TypeScript. En fait, on n'est pas vraiment en TypeScript. C'est-à-dire qu'on a les avantages du TypeScript sans être en TypeScript parce qu'on a des types qui sont auto-générés, auto-déduits du JSDoc. Parce qu'on a toujours fait attention de faire chaque fonction en fait est documentée par du JSDoc. Donc ça, c'est un peu le TypeScript à l'ancienne quand TypeScript n'existait pas. Et aujourd'hui, tu peux aussi extrapoler en fait finalement des types auto-générés de ton JSDoc. Et ça, Ouais, il avait raconté tout ça voilà. dans l'épisode qu'on avait fait. Donc je recommande de le regarder pour ceux que ça intéresse. Parce que le TypeScript, c'est vrai que ça peut permettre d'éviter beaucoup d'erreurs, mais le problème, c'est que c'est quand même assez lourd comme langage à mettre en place pour ceux qui préfèrent la simplicité du JavaScript à l'ancienne. Ouais. Après, il y avait une question que je voulais te poser parce que je me suis fait la remarque. Moi, il a fallu que je migre de Nux 2 à Nux 3. Et j'ai commencé début juin et j'ai fini mi-septembre. Donc il a fallu prendre chaque composant et j'ai pas non plus des interfaces de ouf, tu vois. Enfin, en fait, on se rend pas compte, mais au fil du temps où on développe un produit, on a plein de composants qui sont reliés, etc. Et quand on a des breaking changes super importants qui sont faits entre des versions majeures, entre des frameworks, ça prend beaucoup de temps à migrer. Et j'ai même vu d'ailleurs que je sais plus, je crois que c'est Jardiland, tout leur front-end, il est fait t'as vu sur Twitter? Il est fait en Next, et ils ont mis tout l'été à migrer tout Next 2 à Next 3. Et en fait, puis il y a plein de problèmes qui arrivent en temps réel, parce que les petits trucs qui pètent. Et le souci, c'est que je me suis même dit, bah tu vois, un bootstrapper qui fait un framework, en réalité, s'il commence à faire une migration, ça peut être un truc qui le bute en fait. Parce que ça peut lui prendre plus de temps que prévu, et peut-être que c'est pas la priorité en fait. Et peut-être, je sais pas ton avis sur ça, sur cette volonté de tout le temps être à jour au niveau des frameworks, si c'est quelque chose de nécessaire ou au final non. Quelque chose que je recommanderais, en effet, ça bute complètement ta productivité. C'est important de faire les mises à jour. Ouais, ton cache. Oui, et ton cache. C'est quand même important de les faire à un moment ou à un autre parce que je donne un exemple très simple. Quand tu es en Nux 2, que tu upgrades en Node.js 20, ce que tu vas faire à un Ouais. moment, tu vas commencer à avoir des problèmes à installer Webpack, à builder pour des raisons de dépendance, etc. Donc à un moment, en fait, il faut mettre à jour le builder. Le problème, c'est que, Tes packages faire du aussi. vite sur Nux 2, c'est pas très bien. Enfin, je l'ai pas fait en fait, c'est pas très bien intégré visiblement. De quoi? Vite sur Nux 2 Non, ou c'était mettre pas à jour Webpack. intégré, Enfin, non. c'est un peu le bordel puisqu'en fait Nux te fournit des boilerplates, donc il vaut mieux rester selon les conventions du framework. Bon après, en fait, ça n'empêche pas Euh, de créer des boîtes, tu peux faire des boîtes qui fait des millions en restant sur Nux 2. En fait, oui, oui, oui. Ce c'est que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu vas commencer à avoir des problèmes puisque des dépendances que tu vas utiliser, elles sont NPM, plus à jour. seront plus à jour et ne vont plus être compatibles dans le temps. Vont dropper le support de Node, je sais pas, 12 par exemple, ça on l'a vu. Node 14, on était en Node 14 il y a quelques mois. On commence à avoir des problèmes de dépendance qu'on ne pouvait plus mettre à jour. Et le problème, c'est que tu vas du coup mettre à jour Node.js en version 20 actuellement pour pouvoir à mettre à jour ces dépendances, mais de l'autre côté, tu vas casser des choses qui sont plus maintenues. Ouais, parce que Il y a des modules qui tu sont t'es plus passé à maintenus. ESM, etc. avec Mascript. Ouais, exactement. Donc c'est un joyeux bordel. Et il y a un NPM aussi, on est passé en version 9. Mm. Depuis la version 5, il y a eu énormément de breaking change. Ça a été un enfer puisqu'on utilise Pour beaucoup les lequel? scripts NPM. Pour NPM. Ouais, Ah, on utilise beaucoup les scripts de préparation, les preppers. mm. Il y avait un pré-publish aussi qui a été Ouais. supprimé, tout ça. Et le problème, c'est que tu as aussi des librairies third party en vue qui utilisent beaucoup un script c'est le script npm run build, je crois. Et en fait, le comportement a changé, ce qui fait que même en production, il va essayer de pré-build les dépendances GitHub, genre Vue.js, un truc comme ça. Et en fait, on a dû forker tous les projets de dépendances qu'on avait Mm. en Vue.js qui se basaient sur des scripts dépréciés Node.js. Des NPM, pardon, pour enlever ce comportement-là. Donc en fait, ça a créé beaucoup de code dupliqué. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de NPM parce que j'ai profité de l'été pour passer sur un autre package manager qui s'appelle PNPM. Uhum. Je sais pas si tu en as entendu Oui, parler. oui, j'en ai entendu parler. Hein. Et franchement, c'est vrai que c'est cool. C'est, il y a toujours plein de technologies qui sortent comme ça. Il y en a deux que je voudrais évoquer dans cet épisode. Alors, ça va être un épisode qui est assez tech, mais du coup, j'en ai profité pour passer sur PNPM.
L'avantage de PNPM, c'est que tu as tout un système de cache, où en fait, tu vois ton dossier node module, Mmh. tu as les packages qui sont à l'intérieur et en fait, c'est des symlinks vers un autre, dossier dans lequel tous les packages sont installés. Mmh. Ce qui fait que si PNPM voit que tu as déjà installé version, je sais pas, 3.0.1 de Vue, il va juste faire un symlink vers ton dossier local, Mmh. qui contient le package et du coup, ça permet de faire un npm install en ultra rapidement, en fait, une fois que tu as installé et c'est vraiment puissant PNPM parce que tu gagnes en fait, tu gagnes trop de temps, on se rend pas compte, Et de taille de disque aussi, puisque un ouais gros aussi, problème quand tu ouais. fais du microservice, c'est que tu as beaucoup de tu des librairies communes Mmh. et à chaque fois que tu vas npm install, la cinquantaine de microservices, en fait, ça va être du code de la donnée qui sera dupliqué dans chaque node modules et en fait, on arrive avec un dossier d'un dossier qui doit faire, 10 ou 20 gigs de dépendance sur 50 Bah, oui. microservices, quoi. Et dès que tu dois, remaintenir, réinstaller, à la main, enfin à la main, genre from scratch, en fait, toutes ces dépendances à froid, c'est long et je peux voir effectivement l'intérêt de PNPM dans ce cas-là. Et franchement, ouais, ça installe en 2 ça ins tellement rapidement. Ouais. Tu fais un PNPM install et il y a sûrement plein d'autres fonctionnalités, hein, mais en tout cas sur la fonctionnalité principale de cache, ça fait le job. Donc ça, je regrette pas de l'avoir mis en place. Honnêtement, c'est un gain de temps, en fait, dans le futur. Hem, il y a un autre truc que j'ai fait, je sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle TurboRepo. Mmh mh. TurboRepo, c'est en fait les concepts de monorepo. C'est-à-dire alors je sais pas si c'est un truc que tu vas kiffer, mais en fait, A l'idée priori, non. ça a été racheté par Vercel Ouais. et c'est un outil qui permet de pouvoir avoir, tout son projet dans un seul repository et d'avoir un petit peu une sorte de wrapper, avec des commandes turbo qui nous permettent de lancer, par exemple, toutes les commandes dev d'un coup, toutes les commandes lint, de tous les packages en même temps, tous les commandes build, tous les packages et si tu veux, tu as un fichier qui s'appelle turbo.json dans lequel tu définis des commandes. Et par exemple, imaginons que tu veux faire un lint, tu as une commande spéciale qui permet de faire un lint dans tous les projets sauf celui-là. Enfin, tous les projets de ton Mmh mh. du proj du de ton truc, bah, tu as juste à faire turbo lint et en fait, tu as tout bien et tu vois? Et tu as aussi un système de cache aussi. C'est-à-dire qu'admettons que tu fasses des microservices, chaque projet de microservice sera dans un seul repo Git. Ouais, exactement. Mmh. Et franchement, alors, je suis pas un expert des monorepo parce que c'est un truc que je découvre, mais Google et Facebook sont dans une monorepo et Google d'ailleurs le plus gros monorepo du monde avec, je sais pas combien de millions de lignes de code. Mmh mh. Et tu te dis qu'en fait, tu as des boîtes de ce niveau-là qui scalent dans un seul repo. Alors, en fait, l'avantage, ils ont développé leur propre tooling, Google et Facebook. Turbo Repo, c'est un truc qui vise à justement avoir un peu un tooling similaire, mais et tu peux démarrer avec un tout petit projet, en fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que quand tu as une code base tout en TypeScript, en fait, tu Mmh. peux avoir, tes types qui sont définis à un seul endroit, Mmh mh. plutôt que de faire un package qui va, être, au Typiquement, tu auras une librairie qui sera commune et que tu vas npm install dans chaque, ouais, repo avec un package manager, un serveur npm, je sais pas, un Verdatio par exemple sur tes serveurs ou un abonnement npmjs.com pour héberger tes packages privés. Mais le problème que je vois à ça, et peut-être que ça sera une question, dans le cas où tu te sers de, par exemple, tu es sur GitLab ou GitHub, donc sur GitHub, tu vas te servir de GitHub Action, sur GitLab du CI/CD, pour faire tes déploiements, par exemple, vers tes serveurs. Comment est-ce que tu vas... Parce qu'il y a un modèle de déploiement que nous, on utilise que je trouve très clean, c'est qu'en fait, on aura une branche master, une branche production. Dès qu'on va faire un merge request de master à production, on a le CI, en fait, qui va ouais. prendre ce job et qui va déployer le projet qu'on aura ciblé parce que c'est un repo en fait, vers nos serveurs. Dans le cas d'un monorepo où tu as tous tes projets et que tu veux cibler le déploiement d'un seul microservice que tu as mis à jour, comment est-ce que tu fais? Alors, c'est le sujet, sur lequel je suis en train de travailler, mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que tu vas merger en fait, quand je merge sur la broche production, ça va me relancer tous les scripts. Mmh. Mais idéalement, alors je sais pas si c'est possible, mais il faudrait pouvoir mettre des tags, Mmh. et en fonction des tags, en fait, dans ta GitHub Action, il va forcément relancer le bon serveur, ou le bon Ouais. process. Tu pourrais dans ta merge request, je pense, mettre des tags si c'est possible et du coup lancer un certain nombre de mais je pense qu'il y a plein de docs là-dessus sur ces sujets-là, sur internet, sur comment, faire du GitHub Action avec Monorepo, Après, avec si tu Turborepo. utilises un orchestrateur type Kubernetes Nomad, je crois que de toute façon, d'une manière générale, tu fais plus le déploiement vers tes serveurs depuis GitHub Action ou GitLab CI. Ça va être complètement séparé et tu pourras avoir Mmh. une règle qui va dire, genre, si l'image Docker qui a été pushée, par exemple, par ton job, Ouais. dans GitHub ou GitLab, en fait, sera mis à jour, alors tu refais le déploiement. Mais ça, c'est complètement séparé. C'est des Mmh. timers, c'est une sorte de cron. Mais c'est Ça, vrai que j'ai pas encore exploré ça, c'est une mais bonne question, si quelqu'un a la réponse, ouais, pour, comment est-ce que tu déploies avec Turbo Repo uniquement un process, ouais. c'est un truc que je suis en train de creuser.
Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, et tu vois, par exemple, un truc qui est cool avec Turbo Repo, c'est que alors c'est plein de petites choses, hein, mais il faudrait lire la doc, mais tu peux faire un npm install à la racine et toi, tu vois, tu as fait des scripts, Mhm. pour que où Mhm. ça installe tous les packages, dans tous les repos. Bah, là, en Ça fait s'appelle Crispify. ouais, voilà, Crispify. Donc, quand tu ouvres ton Mac, tu veux commencer ta journée de Mmh. travail, tu vas dans le Crispify. terminal, tu tapes Crispify et ça bootstrap une infrastructure d'une cinquantaine de microservices uniquement en utilisant des scripts bash. Ouais, voilà. Il y a zéro Docker, donc il y a zéro overhead. Donc ça démarre très très rapidement. Bah, ça, avec Turbo Repo, en fait, tu pas besoin de le faire parce que tu fais un npm install, Ouais. ça va installer tout dans les packages que tu veux, en fonction de ce que tu as défini en Turbo JSON et tu fais un npm run dev, ça va Mhm. lancer les bons trucs. Tu peux même faire un npm run dev de .package, ça lance uniquement ou build package, ça build uniquement les packages. Donc c'est une nouvelle manière de travailler, en tout cas, que j'ai découvert et je trouve que c'est plutôt intéressant. Mhm. Donc maintenant, je suis sur Turbo Repo et honnêtement, la suite, dans les prochains mois, si c'est un truc Mhm. qui est puissant ou pas. Hem Sinon, tu avais peut-être des choses à parler sur, d'autres choses que tu as fait, est-ce que tu as des choses que tu as fait cet été, par exemple, ou des erreurs que tu as fait que tu aurais aimé, pas faire, au niveau de tes migrations? Qui t'ont fait perdre du temps, par exemple, ou tu Ah ouais. as appris différemment? Hmm. Bah, j'avais exploré à la base, en fait, comme je l'avais décrit au début, on a une centaine de serveurs qui sont un peu gérés à la main, parce que c'est des systèmes Debian. À la base, je me posais la question, est-ce que enfin, on n'utilise pas de Ansible, tout ça, genre de configuration manager. C'est quoi Ansible? C'est un système qui te permet enfin, un peu d'automatiser, de stocker et de déployer les configurations de tes serveurs au niveau système. Donc corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas encore trop Mmh. exploré la question. Euh, c'est assez vieux déjà, genre c'est quelque chose qui est déjà assez rodé. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus trop à la mode dans le sens où ce qu'on fait beaucoup quand on héberge des applications aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur un Kubernetes, Ouais, sur un orchestrateur. Donc en fait, on aura des conteneurs Docker où tes applications sont packagées dans des conteneurs Docker. Donc tu vas imagine, tu as 50 microservices, ben, chaque microservice sera sur ton registre Docker, un conteneur Docker qui sera packagé avec une version de Node qui peut être différente ouais, selon les microservices. Donc c'est pas mal pour faire du ouais, trop rolling bien. upgrade. Ouais. Et après, tu vas déléguer en fait le job de comment est-ce que ça tourne en fait dans ton infrastructure à des fichiers de configuration qui sont donnés à un orchestrateur. Donc par exemple Kubernetes, mais ça peut être Nomad qu'on explore en ce moment. Où tu vas lui dire, bah là, ce microservice-là, il est assez chargé, donc bah, j'en veux 16, tu vois, 16 copies. Donc tu auras 16 serveurs qui vont démarrer avec un cloud provider qui sera connecté, en fait, qui aura écrit un adaptateur pour Kubernetes. Et en fait, tu as juste à run sur ta Kubernetes locale, sur ta CLI, une commande où tu appliques le fichier de configuration, tu le balances à ton hébergeur, et ton hébergeur se démerde. Soit il te trouve une machine qui existe dans ton compte, sur ton compte, une machine virtuelle, donc un serveur Linux. Soit il va te dire, bah, OK, il y a plus de ressources disponibles, je te crée un serveur Linux automatiquement. Et Et toi, tu n'as rien à faire. tu gères le load balancing aussi avec le DNS? Oui, aussi. En fait, tu peux enregistrer des services, du coup. Donc, à maison, tu as une API. Donc, une API, elle reçoit du trafic, une API HTTP, donc elle reçoit du trafic entrant. Donc, tu vas pouvoir la register. Donc, on peut l'appeler HTTP-API, tu vois. Et après, dans ton Nginx, tu peux avoir un pod Kubernetes Nginx. Et lui, en fait, quand tu vas faire tes règles de virtual host, tu vas lui dire bah, proxy pass, tu sais, pod Mmh. HTTP pod-API pour 80. Et en fait, derrière, ça va load balancer entre toutes tes API. Donc en fait, tu n'as absolument rien à gérer de manière statique. Si Tout est ce n'est de défini dire le nombre de services que tu veux, quoi. Exactement. Et bah, quelle variable d'environnement tu prends en entrée, quelles ressources ton service a besoin. Donc ça, il a besoin de savoir genre la quantité de RAM typique que le service va utiliser et la quantité de processeurs. Parce que ça lui permet en fait de savoir sur quel serveur il va placer ton service. Est-ce qu'il y a de la ressource Mmh. disponible ou est-ce que tu vas créer un serveur automatiquement. Et l'avantage, c'est que quand ton hébergeur va vouloir faire une mise à jour, je sais pas, ils veulent mettre à jour le Debian par exemple qui fait tourner en fait tes systèmes. Toi, tu gères même plus le système derrière qui fait tourner le système du serveur qui fait tourner tes applications. Tu gères juste des fichiers de configuration. Ils peuvent buter des services, des serveurs qui font tourner ton applicatif. Mmh. Ils le réinstancient avec des mises à jour de Debian par exemple. Et l'orchestrateur va réhéberger D'accord. va rebalancer tes apps sur les nouveaux serveurs. Et ça, c'est Sans Ansible. downtime. Ça s'appelle Ansible, ça. Non, non, ça s'appelle Très Kubernetes bien utilisé. ou Nomad. En fait, c'est la façon moderne d'héberger des apps. Ansible, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est plus pour gérer tes configurations serveur.
Mais encore une fois, à double vérifier parce que je dis peut-être des bêtises. J'ai pas encore exploré la question. Le truc, c'est qu'on va pas le faire parce que je pense qu'on va passer sur un orchestrateur pour moderniser, quoi. Ouais, et en fait, c'est l'air trop stylé. C'est comme si tu avais un DevOps, sous stéroïdes qui gère tout pour toi, En fait, meilleur c'est ça. bloqué, quoi. Dans l'état aujourd'hui, il y a tellement de serveurs qu'il y a soit tu recrutes un DevOps, Ouais. un administrateur système, mais en fait, c'est un peu the old way, quoi, de le faire. Et soit tu automatises, ça sera un peu long, ça va nous prendre quelques mois, je pense, à faire. Toi, en tant que développeur, tu passes quelques mois, en fait, à refaire complètement l'infrastructure, à écrire des fichiers de configuration Kubernetes, Nomad, c'est des alternatives. Kubernetes étant le plus connu, et tu peux après même prendre des gros serveurs physiques qui sont même plus des serveurs virtuels, qui te font économiser beaucoup d'argent aussi. Aujourd'hui, tu as des serveurs physiques chez. Bon, je prends Chez l'exemple Scaleway. d'OVH, mais ça peut être online.net, Herzner en Allemagne, où tu peux avoir, je donne un exemple, je regardais pas mal Herzner qui vient de sortir des serveurs physiques à 260 euros par mois hors taxe, basés sur la plateforme Ampere. Donc c'est des CPU ARM, donc c'est pas de l'Intel. C'est des CPU avec 128 cœurs. Chaque cœur est quasiment aussi puissant qu'un cœur Intel que tu as dans du Digital Ocean, etc. C'est un serveur qui t'est dédié. Les ressources ne Ça sont coûte pas combien? Et partagées. 200 €? 260 euros par mois. Tu as 256 gigas de RAM, Et tu as 128 cœurs. 2 gigas Ah ouais. de. Ouais, 128 cœurs. Tu peux en prendre plusieurs, tu les mets en réseau et en fait, tu t'installes un orchestrateur type Kubernetes Ouais. dessus. Et en fait, tu as tellement de cœurs Ouais, que. là, tu fais des millions avant que Ouais, ouais. ça En prenne, fait, quoi. ton infra, tu as 4 serveurs, ça te coûte 1000 balles par mois. Tu as 2 régions, tu as Allemagne, Finlande. Ils ont une fibre optique entre les 2 régions. Si tu veux avoir de la géoredondance, tu peux du coup créer un réseau sur leur fibre dédiée et avoir en fait des pods à très faible latence qui travaillent Ouais. en Finlande et d'autres en Allemagne et qui collaborent sur un même réseau commun. Donc en fait, tu peux perdre en fait le réseau en Allemagne. Ton infrastructure, elle fonctionnera toujours grâce à la Finlande et les données seront répliquées. Et tout ça, c'est faisable aujourd'hui avec un orchestrateur. Ça se fait à la main, mais humainement, en fait, Ça le truc, c'est que sur scale. une infrastructure telle la nôtre, tu es obligé d'avoir une personne dédiée en fait à plein temps qui va gérer l'upscaling à la main et tout ça. C'est bien pour commencer une boîte parce que c'est pas compliqué à la base quand tu as quelques serveurs. C'est C'est ce que beaucoup. je fais, moi. Je gère tout Voilà. avec PM2. Mais c'est ce que je recommande en fait. C'est ce qu'on faisait au début, tu vois, genre euh, apprendre à utiliser Kubernetes. Cet hiver, on l'a fait avec un autre projet. C'était un peu painful, hein, je dois te le Ouais. dire. Mais c'est se faire un cadeau, soit du futur, quand tu as besoin Ouais, en d'un fait, scale, quoi. il y a un moment où tu vas sentir le pain, tu vois, de manager tes serveurs, et notamment quand tu commences à faire les mises à jour, tu commences à passer, Ouais. genre, t'as 30 serveurs, 40 serveurs, c'est chiant, tu vois. Euh, Tu commences à avoir tellement de serveurs qu'il y a des machines dans le data center qui auront des problèmes, tu vois, toutes les semaines. Parce que bah, c'est sur des machines physiques qui sont différentes, donc statistiquement, il y aura de plus en plus de problèmes, tu vois, qui vont te réveiller la Et en nuit. plus, c'est même pas des Ça problèmes va qui être viennent de chiant. toi, en fait, c'est des problèmes Digital Ocean ou Exactement. qui a un problème sur un data center. Et ça Ouais. t'arrive régulièrement, en plus. Plusieurs fois par semaine. Ouais, vachement. Hier, on a eu par exemple, pour exemple, c'est là que je me suis dit, enfin, faut qu'on arrête, quoi. Le cloud partagé. C'est que d'un coup, on utilise beaucoup de machines qui ont des CPU partagés. Ouais. Parce que c'est vrai que Droplet, quoi. ouais, des droplets typiques Digital C'est ce que Ocean. je Donc on aussi, est ouais. passé sur de l'Intel Premium, donc c'est une Mm. offre de Digital Ocean un peu plus chère qui propose des processeurs Intel un peu plus rapides. Ouais. Le problème, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a plein de serveurs qui se sont mis à être d'un coup ralentis. En fait, la puissance CPU qui était disponible pour nos microservices, pour nos bases de données, Ouais. etc., elle a été divisée par 4, 5, 6, voire 10 peut-être. Et ça, on le voit sur un hashtop, par exemple, qui te permet de voir les ressources serveurs en temps réel au niveau du système. Et, euh, et en fait, bah, du coup, ça a causé des downtime chez nous et sur plein de serveurs séparés. Donc c'était un peu l'enfer. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. On est sur plein de serveurs physiques différents chez DigitalOcean. Ça arrive d'un coup. En fait, c'est comme si DigitalOcean avait eu une sorte d'attaque où il y avait un compte chez eux qui avait créé énormément de serveurs distribués dans leur data center qui consommaient beaucoup de ressources, genre type des crypto miners, et qui faisaient chier en fait tous les clients à côté, quoi. C'est ce qu'on appelle les noisy neighbors dans le Mm. cloud. C'est ce qu'il faut. Il faut faire très attention à ça parce que au début, quand tu crées des serveurs cloud chez AWS, etc., DO, enfin DigitalOcean, Volter, on te dit que c'est des vCPU. En fait, c'est des CPU partagés. Ouais, ouais. Donc en fait, c'était tes serveurs, c'est des machines virtuelles qui tournent sur un hyperviseur, donc physique, un serveur physique. Et en fait, les cloud providers, pour optimiser les coûts, ils vont faire ce qu'on appelle de l'overcommitting. Donc en fait, ton CPU, physiquement, il sera partagé en fait entre plusieurs serveurs. Et toi, tu vas pas voir en fait les gens qui sont à côté, mais tu vas Mm. partager le même cœur. Si tu as un serveur à côté qui sera très calme, qui va utiliser genre 1-2% en permanence, toi, tu vas pas le voir. Mais si tu as un serveur à côté qui est très bursty, qui se met à utiliser 50-60% en permanence, bah toi, en fait, tes performances, elles sont divisées par deux. Et si tu as un service de ton côté qui a besoin de beaucoup de CPU, bah à un moment, ça suit plus. Si tu veux, ta base de données devient Mm. ralentie. Et en fait, c'est pas parce que tu ajoutes plus de CPU sur ton serveur, s'ils sont partagés,
tu peux très bien avoir d'un coup 8 CPU qui sont overcommittés et que genre tu divises par deux les performances des 8 CPU parce que tu as un mec à côté qui a un Qui est gros en train de serveur scraper aussi. comme un âne, quoi, par Ouais, exemple. par exemple. Ou qui est en train de faire tourner des scripts ultra intensifs. Et ça, quand tu commences à avoir des... Alors, les cloud providers type DigitalOcean, ils ont ce qu'on appelle des DCPU, donc des CPU dédiés, mais le problème, c'est que c'est eux qui se font, je pense, beaucoup d'argent. Ouais. C'est que les serveurs sont hors de prix. C'est-à-dire que tu peux facilement payer 200, 300 euros par mois Hyper dichoté, hein. pour, je sais pas, un serveur avec 4 cœurs, je sais pas, 64 Go de RAM. En fait, tu vas sur un dédié chez online.net, un vrai serveur dédié. Scaleway aussi, ils font des dédiés. Scaleway, Et d'ailleurs, Scaleway, juste pour anecdote, moi, ils m'ont filé 1000 $ de crédit hier. Tu as juste à leur remplir un ouais, Scaleway for Startup et ouais, en fait, tu leur dis quelle startup tu es, etc., que tu ouais, as besoin. Et en fait, ils ont plusieurs plans. Alors, il y a même plus, hein, moi, ils m'ont filé 1000 $, mais ils peuvent monter à 10 000, 10 ou 15 000 en fonction de la taille, en fonction des séries A que tu as fait, etc. Et ouais. En tout cas, je trouve ça vraiment passionnant parce que donc ça, c'est ce que tu disais. Donc toi, tu passes vraiment sur du dédié parce que ça va être moins casse-couille sur le long terme que pour manager. ouais. Et du coup, sur du dédié, tu Alors, mettrais un orchestrateur. c'est moins casse-couille en 2023 parce qu'aujourd'hui on a les outils d'orchestration genre type Ouais. Kubernetes Nomad qui n'existaient, enfin qui C'est les existaient en concurrents Kubernetes, 2015. c'est ça? C'est Ouais, la en même fait, chose. Kubernetes en fait ça a été initié de Google si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il est réputé pour être très supporté, très populaire et en fait il y a beaucoup de documentation, beaucoup d'extensions, beaucoup de plugins, etc. Donc sur ça, tu n'auras pas de souci à l'utiliser pour faire tout ce que tu veux. Par contre, il est très complet, très complexe. Les fichiers de configuration, pour moi, à mon sens, sont très verbeux. Ouais. L'avantage, c'est que DigitalOcean a une offre Kubernetes où tu n'as pas à gérer l'applicatif Kubernetes qui va gérer les serveurs. Toi, tu as juste à écrire les fichiers de conf et les balancer et DigitalOcean se démerde pour le reste. Le problème, c'est que je trouve que c'est une sorte de monolithe qui fait trop de choses, tu vois. J'ai découvert en testant Kubernetes, j'étais là, genre non, genre c'est pas, ça me plaît pas, tu vois. Genre, j'aime bien le concept de l'orchestration, mais ça me plaît pas, tu vois, la façon dont c'est fait. Et là, je cherche un peu, et je suis tombé sur Nomad, en fait, qui est fait par une boîte qui s'appelle HashiCorp. Donc HashiCorp, c'est eux qui font Vagrant pour gérer tes machines virtuelles quand tu fais du développement, notamment sur Ouais, donc, du coup, ton ordinateur. Vagrant, c'est très connu, c'est assez vieux. Ils font Terraform qui est très très bien ça pour, m'a entendu parler aussi. Ouais. ouais, en fait, pour faire de l'infrastructure as code. En fait, l'idée de Terraform, faut bien comprendre ça, différencier ça de Nomad. Nomad, c'est vraiment de l'orchestration, c'est comment est-ce que je run mes applications. Terraform, c'est comment est-ce que je crée mon infrastructure et je modifie dans le temps mon infrastructure. L'infrastructure, ça va être quoi? Ça va être les DNS, par exemple. Ça va être tes serveurs, tes machines virtuelles avec les adresses IP, etc. On est vraiment genre, en gros, je construis ce qui va héberger mes apps et les apps, je les héberge avec Nomad, tu vois. Je les fais En fait, toutes c'est avec Nomad. ultra Terraform en quelque sorte. C'est la gestion de configuration. Par exemple, l'idée, c'est que par exemple, Terraform est très utile quand tu as beaucoup d'enregistrements DNS. Par exemple, tu utilises Cloudflare DNS et que au lieu de te connecter à l'interface Cloudflare pour ajouter un enregistrement DNS ou le supprimer, tu vas le gérer dans un fichier de configuration. Tu vas faire Terraform plan dans ton terminal. Ça va te dire, OK, bah là, par rapport au state, donc c'est-à-dire à ce que je connais de ta configuration qui est sur Cloudflare en live chez Cloudflare, je vois que bah, ce record dans ta configuration a été modifié. Bah, je vais faire la modification chez Cloudflare sur l'API de Cloudflare. Donc tu fais OK, bah d'accord, go, apply. Et là, en fait, Terraform, bah, il a un plugin Cloudflare. Donc c'est Cloudflare qui développe un plugin pour Terraform, qui va aller parler à l'API de Cloudflare pour faire la modification qui est demandée. Et ça peut être pareil pour créer des serveurs, mais en fait, tu peux tout terraformer. En fait, tu pourrais même créer un plugin en soi pour ta boîte, tu vois, Terraform, si tes clients envoient l'utilité. L'idée, c'est juste que tu fais des choses qui sont as code, quoi. Et donc, si jamais un jour tu butes sans faire gaffe tout ton compte Cloudflare est supprimé parce que, je sais pas, t'as eu de l'abuse, t'es là, genre mince, il faut que je recrée tout à la main, j'ai pas les backups. Ah oui, en fait, Terraform, il automatise la création des DNS, Ouais. etc. Tu vois. Donc, en fait, là, Ok. tu peux être, bah, c'est pas grave. Mm. Terraform apply, Terraform, et genre, en fait, tu recrées toute ta configuration Cloudflare sur un nouveau compte from Ok, j'ai scratch. compris. Ouais. Du coup, ça te permet aussi de gérer des environnements de staging ou de développement ou de C'est pas production mal, ouais. de manière automatisée. Parce que tu pourrais avoir un compte Cloudflare pour le staging, si tu le nécessites, un compte production, un compte de dev, et du coup, commoniser en fait tous les fichiers de configuration. Et Terraform, en fait, ce qui est bien, c'est que nous, on utilise déjà Terraform historiquement. Ça s'interface avec Nomad, parce que tu peux terraformer, du coup, utiliser Terraform pour appliquer tes fichiers de configuration Nomad aussi. Ok. Tu vas pouvoir utiliser Vault aussi, qui est un outil HashiCorp pour stocker tous les secrets de ton infrastructure. Consul qui va servir à stocker tous les
noms de domaine qui vont permettre d'accéder à tes applications qui sont déclarées sur Nomad, qui sont hébergées sur Nomad. Et tout ça, c'est des outils qui sont optionnels. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de les installer. Ils parlent ensemble. Mais en fait, c'est pas mandatory. Donc, c'est pas une sorte d'énorme. Ouais, tu plugs en fait ce que tu as besoin, quoi. C'est la philosophie Unix. C'est vraiment genre, tu fais un truc minimal, tu le fais très bien. Mm. Et cette chose-là, elle est indépendante du reste. Et Nomad, du coup, c'est ce qui orchestre plus ou moins la création des microservices sur. Non. En fait, ça orchestre où est-ce que les microservices vont être run, si ça vérifie si les microservices sont en bonne santé. Genre, en gros, si tu as une instance de ton microservice qui est en fait une image Docker, un conteneur Docker qui va tourner, hein, que tu auras buildé à l'avance, si Nomad en fait voit selon des règles que tu auras préétablies, genre ah mince, bah là il répond pas dans les temps, c'est peut-être que le serveur qui l'héberge, genre il a un problème de performance, tu vois. Ok, bah c'est pas grave, dans ce cas-là je le bute et je le réinstancie sur un autre serveur. Et donc ça en fait ça fait le travail de ton sysadmin, tu vois, qui est genre de faire en sorte que ta production elle soit rapide, tout le temps up, tu vois. Ok, c'est super intéressant parce que je connaissais absolument rien en orchestrateur. J'avais regardé un peu Kubernetes de loin, mais là c'est super clair. En fait, ouais, Ouais. par contre, c'est surtout pas à mettre en place quand tu démarres un projet. Non, non, Ça, non, c'est non. vraiment l'erreur Non, non. de débutant. Non, ouais. Alors ça, c'est comme tu vois, c'est quand tu commences à être comme Chris avec plusieurs centaines de milliers de personnes en temps réel toute la journée, toutes les heures, et en fait tu dois, Bah, je vais pas te tu dois. cacher que quand tu commences au début, ton code est un peu immature et tu peux être en arrivée, genre t'as un bug sur la prod, t'as un customer qui te redit qu'il y a un bug, toi t'es là, genre bah j'arrive pas à le répliquer, bah je vais aller me connecter en SSH au serveur et je vais modifier mon fichier JavaScript Ouais. à la main, genre à la salle, redémarrer le service et voir ce que ça fixe. Mm. Ça peut arriver au début d'une boîte. C'est un peu crade, mais en vrai, on le fait tous et c'est nécessaire. Le problème, c'est quand tu commences à builder des conteneurs Docker et que tout ça, c'est beaucoup moins accessible. Tu vois, c'est un peu plus immutable. Donc, tu peux pas aller te connecter à la prod en SSH et te dire, OK, bah, je vais modifier. Ouais, puis en plus, tu as une duplication. Enfin. Ouais, non. Bah, c'est toujours possible. Tu as toujours des outils qui le permettent, mais c'est quand même moins aisé, quoi. Tu as beaucoup plus de garde-fous, on va dire. Et du coup, ouais, j'ai une question parce que tu disais que moi, j'ai commencé sur les droplets aussi, c'est ce qui se vend, hein, de toute façon, Mhm. quand tu démarres, hein, tu Mhm. tu droplets sur DigitalOcean, tu prends les trucs sur, Scaleway et cetera, tu en as plein des droplets, donc tu as forcément des besoins. Par contre, aujourd'hui, un serveur dédié, je paye à peu près, moi, 250 € par mois de DigitalOcean. Un serveur dédié sur Scaleway, ça coûte tu en as à peu près pour 95 €, ça démarre, et des trucs bien, hein, ceux qui Ouais, tournent ouais. assez, mais finalement, est-ce qu'il faudrait pas mieux directement prendre un serveur dédié et travailler dessus? Ou tu conseilles quand même de démarrer avec Droplet parce que c'est plus rapide et tu Tant que pars. possible, je conseille quand même d'utiliser des machines virtuelles parce que tu as tout un tas de services auxquels tu penses pas quand tu quand tu vas vers un dédié, tu penses qu'ils existent, mais en fait, ils n'existent pas forcément. Par exemple, c'est les snapshots, les backups. En fait, imagine, tu as un problème avec ton serveur virtuel. Mmh. Genre là, il est cramé, tu vois. L'hyperviseur qui héberge ton serveur virtuel est cramé. Tu as quand même des backups qui ont été faits. En fait, c'est des fichiers chez eux qui pourraient être réinstancés sur une autre machine et ton service, il repart, tu vois. Sur un serveur physique, il y a peut-être des backups, mais le problème, c'est que c'est le disque dur qui est cramé. Mmh. Et faire une image de disque dur sans avoir un hyperviseur en top, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est C'est à toi de les gérer, en fait. Ouais, et il faut une extraction, tu sais, genre physique du disque dur, Mmh. etc. Bah, c'est à l'hébergeur aussi de le gérer potentiellement. Je sais pas comment c'est fait, Ils j'ai doivent pas le gérer parce d'expérience que je dans crois ça, qu'ils mais ils vendent même des trucs, hein, des options ouais, backup, RAID, enfin, en tout cas, tu as des disques qui sont montés en RAID, donc tu as plusieurs disques qui répliquent la donnée, mais en fait, admettons que, je sais pas, pour une raison ou une autre, l'alimentation de ton serveur fait défaut, l'électronique crame, ouais. bah, tu perds tout, quoi. Alors que chez DigitalOcean, typiquement, ce qui peut se passer, c'est qu'admettons qu'il y a un problème sur l'hyperviseur, je sais pas, il se reçoit un DDoS, tu vois, donc le serveur physique. Ça nous est déjà arrivé. Et là, on contacte le support de DigitalOcean et ils nous disent, bah là, vous pouvez pas, on a un serveur de base de données un peu sensible, là, il est ralenti, vous pouvez pas en faire une migration d'urgence vers un autre serveur physique qui est bien. Et là, ils nous disent, ok. Et c'est possible aujourd'hui, avec les hyperviseurs modernes, de faire des migrations sans que ton serveur soit stoppé. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment ça marche, c'est magique, mais il prend ton serveur qui tourne, il va transférer les données vers un autre serveur physique, Ouais. il va prendre les états du processeur, les registres processeurs, il va prendre l'état de la RAM, il va bouger les règles réseau, et ton serveur, ça va faire comme Mmh. ça, et tu n'auras pas à le redémarrer. C'est-à-dire que ton applicatif sera toujours tourné, il tourne toujours, tu auras toujours les opérations en cours sur ton processeur, ta RAM, elle va pas changer, et tu vas changer de machine physique d'un coup comme ça. C'est eux qui te le gèrent ça, Ouais, genre ça DigitalOcean et c'est, cetera? ils le font, ouais. Donc ils ont ce qu'on appelle les live migration Mmh. et ils ont après les offline migration. Donc ça c'est un peu les migrations à l'ancienne qui existaient. Les live migration, ça date de 2018, un truc comme ça. Ça a été ajouté chez DigitalOcean en 2018. C'est fantastique. Et ça, tu Ouais. vois, en vrai, c'est un avantage que tu as quand tu fais du cloud.
Le problème, c'est que le cloud, tu payes un service, donc c'est un peu plus pricey aussi. Bon, Quand après, c'est tu pas non plus commences à... super cher, hein, mais Ouais, alors en fait, c'est quand tu commences à avoir besoin de beaucoup d'espace disque pour héberger des grosses bases de données. ouais. Typiquement des gros clusters MongoDB qui hébergent beaucoup de messages, par exemple. Ouais, Ça comment commence à tu être montes le un cas. volume dessus sur Non, ta c'est trop prod? lent. C'est quoi? Les volumes réseau, c'est trop lent. C'est les volumes Digital Ocean, par exemple. Donc effectivement, c'est cheap. Ouais, Euh, c'est bon d'ailleurs, hein, pour, ouais, mais pour des bases de données qui sont en charge, j'ai déjà essayé. ah ouais, ouais, j'ai Non, pas la non, charge que de Chris, ouais. ouais. Il faut vraiment des SSD NVMe. Donc c'est des SSD qui te tapent du 7 Go octets la seconde en lecture-écriture. C'est pas ce qu'on utilise, bien sûr, mais ça laisse de la marge, quoi. Ah, parce que les volumes, c'est pas du SSD, hein, que tu mets sur, Oui, enfin, je crois que je sais c'est des plus. SSD, mais en fait, c'est des. Si tu veux, ton serveur va parler au volume par le réseau. Mmh. Et ça tourne sur un. Enfin, c'est pas un disque dur natif, tu vois. Il y a rien qui va remplacer un. Il y a rien de mieux en fait qu'un SSD en natif au plus proche de ton serveur, quoi. OK, intéressant. Il y avait 2 sujets que je voulais parler avec toi. Le premier sujet, c'est tout ce qui concerne les migrations de bases de données. Parce que ça, c'est pareil, c'est un autre truc, Mhm. ce qui est important aussi à retenir, c'est que genre, et c'est vraiment le truc que je me serais dit il y a 5 6 mois et je m'étais déjà fait avoir plusieurs fois ça, c'est que l'émigration quand on s'embarque là-dedans, ça prend du temps parce qu'il y a Mhm. plein de micro trucs à changer au fur et à mesure. Tu migres un framework par exemple et voilà, tu vois, moi par exemple, j'en ai profité pour mettre à jour la librairie d'Elasticsearch, en JavaScript, en npm, donc j'ai upgrade. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que mon Elasticsearch, il faut que je l'upgrade aussi. Mhm. Parce qu'en local, j'avais upgradé mon Elasticsearch, mais du coup, il faut que je l'upgrade en prod. Et upgrader son Elasticsearch en prod, c'est un peu plus compliqué parce Mhm. qu'il pareil, il y a pas mal d'autres étapes supplémentaires. Et en fait, tout ça, ça s'empile au fur et à mesure. Et la question que je voulais te poser, c'est toi, vu que tu as de la charge sur tous tes microservices, que tu utilises PostgreSQL plus MongoDB, etc., c'est quoi un peu, comment tu t'y prends et les problèmes que tu as eu et comment tu t'es pris en fait pour les résoudre sur la mise à jour de Mhm. tes bases de données, quoi? Bah si c'est du learn by failure, quoi. Comme on dit, c'est. Alors, ce qu'on a fait déjà au début, c'est qu'on a tout mis à jour en local, bien sûr. Donc, on est capable de répliquer l'infrastructure en local sur nos Mac, avec donc un MySQL de même version que ce que la prod va avoir, Redis, Mongo, etc. Et de les configurer d'une telle façon à ce que ce soit comme sur la prod. Donc, on aura même sur nos Mac en local, on aura un réplica set Mongo. Donc, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs Mongo qui vont tourner et qui vont se répliquer. Même si ça sert à rien, ça nous permet de simuler au mieux la prod. D'accord, j'ai compris. On aura du MySQL en master slave. Pareil, donc on aura toujours 2 instances de MySQL en développement qui vont tourner sur nos Mac. C'est assez léger, hein. Ouais, ouais. Redis, pareil. Donc on peut tester dans notre code le failover, tout ça. On peut aller buter sur notre Mac en local le MySQL pour voir comment Ouais, tu l'infrastructure butes se le master comporte. et tu regardes si Slave répond, par exemple? Et du Ouais. coup, voilà. Et en fait, la prod en fait est très proche de ça. Donc ça nous évite déjà les mauvaises surprises à ce niveau-là. Donc on fait les upgrades d'abord sur le Mac. Et ensuite, on teste pendant une semaine, 2 semaines. Et après, progressivement sur la prod, je vais me dire, OK, pendant cette semaine-là, je vais faire tous les Redis. On a genre une vingtaine de serveurs Redis qui font des choses différentes. Donc, je vais faire une rolling upgrade sur les Redis. Et on a eu, par exemple, une catastrophique failure un après-midi comme ça, où il y a un Redis, le Redis principal. En fait, on est passé la version, on a fait 4 ans de mise à jour comme ça. Et un coup, il a crash. Il y avait un problème d'allocation mémoire qui était en fait visiblement un bug interne à Redis dans Redis 7. Et là, on était là, merde, tu vois, genre on vient de mettre à jour Redis, la base de données, elle a été mise à jour, du coup, on peut pas faire de rollback en urgence vers une version qui n'a pas ce bug-là. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Du coup, là, il faut en urgence, tu vas regarder les fichiers de conf, tu vas essayer de faire des ajustements en supposant que le bug, il a été causé par une configuration, tu vois. Parce que Redis, c'est par exemple, qui est un système de base de données de stockage clé-valeur qui est très utilisé un peu partout aujourd'hui. Très utile et je recommande. Ils ont fait beaucoup de mises à jour dans les versions récentes qui te permet de scaler en fait beaucoup mieux sur des infrastructures avec plusieurs cœurs. Parce que Redis était mono-threadé à la base. Aujourd'hui, il est multi-threadé, donc ça te permet en fait de supporter beaucoup plus de charges par instance Redis, donc c'est très bien. Mais quand tu fais du multi-threading, ça ajoute beaucoup de complexité dans le code en termes de gestion de Ouais. concurrence d'accès à la donnée, etc. Enfin, c'est des histoires d'accès à la mémoire vive, mutex, tout ça. Et derrière, je sais pas, il y a eu un crash. C'est un exemple concret. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait À quelle heure des le crash? upgrades. En pleine nuit Non, ou? à 16h Ah, ça va. de l'après-midi. Bah non, c'est le pire parce que c'est là où on a le Ah plus oui. de charge. Et ça a mis beaucoup de systèmes en PLS parce que c'est vraiment les Redis sont vraiment au centre, au cœur, tu vois, d'une infra Ouais. microservice. Ah, tu reçois plus Euh, ça? ouais, il n'y a plus rien qui marche. Mmh. Et ça, c'est le truc qui n'a jamais craché Redis, quoi.
Donc j'étais très surpris. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de faire des upgrades progressifs où tu dis, bon, cette semaine, je me focus sur Redis, la semaine prochaine, MySQL. Parce qu'à chaque upgrade, Ouais, c'est pas con ce que tu je dis. vais te dire, on a eu des problèmes. MySQL, on a trigger un bug dans MySQL aussi, qui a été introduit genre il y a quelques mois, qui fait que nos bases de données se corrompent, deviennent corrompues toutes seules. Genre avec un certain timing de requête de SQL. Mmh. Donc on a réussi à reproduire le bug, on l'a reporté, il a été corrigé dans MySQL. Mais bon, Ouais, c'est cool de se dire que même des projets aussi stables, on va dire que MySQL est aussi ancien. En fait, il y a quand même des évolutions qui peuvent te causer des bugs catastrophiques en Ouais, production. et si ça pète, c'est tout le ser c'est fait tout le Ouais. système qui pète, quoi, donc Et il y a un truc que je recommanderais, du coup, bah, nous, vu qu'on utilise Debian, c'est d'un côté, il y a beaucoup de personnes qui disent que Debian, c'est pas ouf parce que tu as toujours des vieilles versions du software dans des versions Debian qui sont modernes. ouais. En fait, moi, je dirais que c'est mieux parce que du coup, tu n'utilises pas le bleeding edge, tu vois, les dernières versions de Redis, de MySQL. Et du coup, en fait, l'idée, c'est d'être toujours, quand tu fais tes mises à jour, en mon sens, quand tu as beaucoup de choses à gérer, et que tu veux minimiser le temps passé à gérer les problèmes, c'est de toujours être un peu le latecomer. C'est-à-dire que le mec qui arrive 2 ans après les mises à jour, tu vois, et qui va en fait Ouais. utiliser toujours des versions Mais un peu c'est super anciennes, intéressant ce que tu racontes. mais tu auras toujours les pages de sécurité. Comme ça, les problèmes catastrophiques comme on a eu par exemple sur Redis 7, parce que j'ai fait l'erreur cet été de mettre à jour dans une dernière version de Redis et je le referai plus, c'est on a trigger un bug qui serait fixé dans Par un ou quelqu'un 2 ans. d'autre, quoi, ouais. Ouais, Quelqu'un l'aurait forcément découvert. ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, je crois aussi en ça. En fait, il y a peut-être que les migrations, quand tu commences à avoir une certaine taille, rien ne t'empêche. Ça a très peu d'avantages business d'être en X3 plutôt que d'être en Mhm. X2. Mhm. Et qu'en fait, tu as tout intérêt à attendre que tout passe, laisser un peu un an et demi, 2 ans de fallback. Et après, derrière, tu arrives en latecomer, comme tu dis, Mhm. et tu évites tout un tas de galères. Ouais. Moi, regarde, j'ai un bug. J'ai eu un truc en SSR, en server side rendering, un bug qui m'a pris énormément de temps à résoudre. C'est même pas moi qui l'ai résolu, c'est Yael, qui bossait chez Nux, tu vois? Donc merci à lui. Et le truc, c'est qu'il y a aucune doc. Et pour avoir la solution, Mhm. lui, il a réussi à avoir la solution parce qu'il a eu accès, quand il bossait chez Nux, il avait accès à un repo dans lequel il avait la solution, mais qui était chez Nux, tu vois? Mhm. Donc fallait creuser, quoi, mais creuser et c'est un truc de base, en fait, de SSR, hein. C'était les utilisateurs authentifiés, on pouvait pas avoir, enfin bref. Et ça, c'est un bug qui aurait été documenté, enfin, c'est même pas un bug, en fait, c'est une manière de faire du code qui aurait été documentée 1000 fois si ça tenait 6 mois, tu vois? Mhm. Et je me suis dit la même chose, en fait. Tu aucun intérêt à suivre et être à fond, dans «je veux être tout le temps à jour» parce que, on voit tout le monde qui s'excite parce qu'il y a un nouveau Ouais. framework qui sort. Mais en fait, non, laisse le truc tourner. De toute façon, tes packages, tu logs toutes tes dépendances npm. Là, tu logs tout, tu vois? Mhm. Comme ça, tu es sûr que tu as Ouais, c'est très important, ouais. ça. Ça, tu es sûr qu'il y a pas de problème et tu attends que le wagon, il passe et puis après, bah, tu rentres dedans, quand tu as décidé que Ouais. tu rentrais dedans, quoi. Il y a rien de pire que les dépendances NPM, tu sais, où tu fais genre tu La bloques le conduire perfect. majeur, mais après tu t'en fous Ouais. du reste parce que tu peux aussi avoir, tu sais, il y a eu des histoires d'un package NPM qui a été genre piraté ou pas piraté, mais son Ouais. honneur, le développeur du package NPM, je crois que c'était Colors, qui a complètement pété un câble et qui mettait des messages dans ton terminal partout. Ouais, une bonne Euh, perduse. Ouais, il y a eu des choses qui étaient genre des vrais hacks sur toi, ton Mac, en fait, tu pouvais accéder à tes fichiers, tout ça. Et en fait, c'est juste une version mineure qui était bumpée. Et tu sais, quand tu fais les circonflexes, la version, moi, je fais jamais ça, par exemple, parce que j'ai trop peur qu'à Ah un mais moment. jamais de la vie. Mais de toute façon, Non. tu peux pas faire confiance aux gens parce que Non. qu'est-ce qui t'en sait qu'ils vont respecter la norme Semper? Ouais. Et toi, tu peux pas. Non. Et il suffit que le mec, il ait une erreur d'inattention et il casse un truc. Enfin, Ouais. donc tu logs tout. Et en tout cas, ouais, ça, je retiens. C'est peut-être même moi, j'aurais peut-être dû attendre. Tu vois, pour être honnête, peut-être faire l'été prochain la version Next 3. Ah ouais. Ouais, je pense. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que j'en ai à faire? Genre, ça m'a bouffé 3 mois et demi. Ça m'a épuisé. Et la vérité, c'est que ça va pas avoir forcément beaucoup d'impact business pour moi. Donc, maintenant, c'est fait, tu vois. Mhm. Mais pendant cet été, j'aurais pu faire 150 000 trucs qui auraient plus de Ouais. valeur pour les clients, tu vois. Mhm. Et au pire, bah, j'aurais du cash, encore plus de cash l'été prochain, et j'aurais pris 3 freelances, ça m'aurait coûté 500 € par jour, et chacun, et on aurait tracé, tu vois. Et Et surtout qu'on dit que c'est des versions stables, mais généralement, tu sais, quand tu as une 3.00 qui sort, en fait, elle est stable officiellement, mais en fait, tu as tout un tas de petits bugs qui vont t'as pas être. de doc. Tu vas passer ta vie, en fait, à updater le package, en fait, parce que tu auras des mini-bugs de partout. Ouais, pareil, tu vois, le paquet Next i18n, le paquet Ouais, d'internonciation, putain, mais il m'a fait péter des câbles. Et ouais. j'ai bien vu, en fait, au fur et à mesure de l'été, des trucs qui marchaient mieux avec le package, parce qu'il fixait entre temps. Mhm. Ça servait à quoi que j'aille dans les tranchées au moment où le truc était pas encore à jour? Et il est même pas stable maintenant, il est en alpha release, je crois. Enfin bref.
Donc ça, je retiens très bien et donc ça, c'est ce qui t'est arrivé avec, Redis et Mhm. donc tu recommandes de tout mettre à jour, petit à petit et de en fait, y aller, progressivement et de laisser d'être le latecomer un peu sur ça, quoi. Que ce soit back-end ou front-end, c'est la même. Là, pour moi, la même règle s'applique et c'est plus catastrophique sur le back-end, bien Ah sûr. oui. Mais ouais. Ouais. Donc ouais, super intéressant. Sur Mongo, sharding et cetera, peut-être tu as d'autres choses à dire ou des petits trucs à savoir pour ceux qui vont avoir ton scale? Ah oui, on est arrivé à un point où on stocke tellement de messages, donc on est dans le 2-3 milliards de messages, je sais même plus, qu'on a commencé à saturer la taille maximale des disques des machines virtuelles qu'on a chez DigitalOcean. Donc on a commencé à explorer ce C'est de qu'on combien de appelle gigas, toi? dans les droplets standards qu'on utilise. Donc c'est pas ceux qui sont c'est storage optimized qui coûtent une blinde. Donc at scale, ça va commencer à être un peu trop onéreux. C'est 640 gigas, mais en fait, c'est des droplets qui sont même plus disponibles. Nous, ils nous sont disponibles parce qu'on a un vieux compte, et du coup, les droplets, les anciennes tailles des droplets sont Mmh. encore disponibles pour les vieux comptes. Ça, c'est un trick d'ailleurs. Si tu as un nouveau compte DigitalOcean, tu n'auras pas accès à ces Bon, les droplets-là. Windows Support, non, ils vont te l'activer? Ils sont un peu réticents, j'ai déjà demandé. Et d'ailleurs, tu peux pas utiliser l'interface web, tu es obligé d'utiliser la DO CTL ou CLI, je sais plus, pour pouvoir accéder à ces tailles-là. En fait, c'est une requête à la main. Et du coup, on arrive à un moment où les disques vont être saturés et bah, le seul moyen de scaler, c'est plus verticalement en termes de taille de disque pour la base de données, ça va être horizontalement. Et donc là, en fait, les DB sont déjà répliqués donc pour tout ce qui est fault tolerance. Donc si jamais il y a un serveur qui est mort, c'est pas grave, la donnée elle est toujours sur un second. Mais pour scaler horizontalement, il faut se faire ce qu'on appelle le sharding. Et le sharding dans une base de données en général, donc Mongo le fait très bien, parce que c'est une base de données big data, entre guillemets, pour utiliser les termes trendy il y a quelques années. C'est fait pour stocker énormément de données. Et donc, tu actives le mode sharding. Donc, l'idée, c'est que tu as un groupe de serveurs qui va stocker un groupe de deux, enfin, un amas de données Ouais. identifié par un index. Donc, par exemple, je suis sur Crisp, par exemple, étant donné qu'on fait du customer support, ça va être des inbox. Donc, ça va être ton ID, en fait, d'utilisateur sur ton inbox, donc ton website ID. Et en fait, ça va être le shard ID. Et ça va déterminer ton website ID, du coup, sur quelle portion de Mongo, en fait, ça va aller. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, toi, ton site, ton inbox, elle sera pas forcément sur les mêmes serveurs Mongo que moi, le mien, tu vois. Mmh. Et l'idée, c'est que là, tu peux, à terme, ajouter plein de serveurs comme ça, horizontalement. Et Mongo va faire, une fois qu'il est en mode shardé, tu peux, en fait, dans le temps, ajouter des serveurs. Et il peut recharder dynamiquement la base de données. Donc, c'est-à-dire, admettons que j'ai deux serveurs qui font 600 gigs. Ils sont à 80% à 80% de capa. J'en ajoute deux autres avec la même taille. Ouais. En fait, il va recharder. Donc, en fait, chaque serveur va être à 40% de capa. Parce qu'il va respread la donnée. Ouais, il la Et ça, c'est respread. un énorme avantage Ça quand n'a tu rien à fais voir avec des. le réplica 7. Non, C'est, une infrashardée mmh. peut et doit d'ailleurs être pour la haute disponibilité, être en réplica 7. C'est-à-dire que chaque shard, en À la fait, donnée du c'est coup? une infrastructure Mongo, entre guillemets, séparée, Mmh. comme ce qu'on a aujourd'hui, en fait, où tu as tu sais, un primaire, secondaire, arbitre. Et enfin, du coup, de la topologie Mongo, le problème, c'est quand tu commences à avoir beaucoup de données, faire du sharding, elle devient complexe. Parce que Mongo, pour le sharder, il faut donc du coup des réplicas 7, donc arbitre, primaire, secondaire, arbitre. Donc ça fait un groupe de 3 serveurs, 2 serveurs qui stockent la donnée, un qui est là juste pour gérer les votes. Tu sais, quand il y a un serveur qui est down, il faut bien, dans un vote, il faut 3 personnes pour faire une Ouais. majorité, pour décider en fait à qui on donne le statut de primaire, c'est-à-dire celui qui va accepter les écritures. Et quand tu es dans Shardé, tu es obligé d'avoir 3 serveurs de configuration, à minima 2 routeurs en entrée, qui vont balancer en fait les requêtes de ton applicatif vers le bon shard, et puis plusieurs shards. Donc en fait, tu arrives à une topologie où tu as au minimum 10 serveurs, quoi. Et ça, sans orchestration, ça se fait à la main. Ah ouais. Et c'est ce que je vais faire pour les mois à venir, mais à terme, on va arriver sur un orchestrateur aussi, quoi. Ouais. Mais par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que tu peux, quand tu pars sur le choix de Mongo, tu vois, on dit beaucoup de mal de Mongo, je trouve, dans Ouais. les communautés en ligne. Mais en fait, quand tu veux stocker du document at scale en gros volume, c'est un choix qui est assez safe parce que. Faut juste être rigoureux dans tes schémas de données, en fait, c'est tout. Ouais, c'est ça. À partir du moment où Mais ça gère très très bien justement le sharding comme ça. Et puis, moi, je suis un grand fan des bases de données relationnelles, donc ouais. j'adore, tout ce qui est SQL, mais De même, en fait, c'est juste qu'il faut utiliser ouais, le fonction type de d'usage, ouais. base de données en fonction de l'usage. Tu Mmh. vas stocker des cartes bancaires et des comptes d'utilisateurs et des choses les souscriptions, etc. Mmh. Tu vas utiliser du SQL. Ouais. Tu stockes
Bah, pour toi, ça peut être des companies, enfin, beaucoup de données en volume, en millions, tu vois, C'est ce sur que je fais des un peu, mais au travers utilisateurs. d'Elasticsearch, hein, c'est différent, Ouais, mais bah, Elasticsearch, c'est une forme de NoSQL aussi, en parce que, soi. ouais, en fait, moi, toutes mes si tu veux, j'ai une table par source de données et en fait, je reconstruis un schéma d'entreprise, Ouais. en JSON et ce JSON-là, en fait, je le push dans de l'Elasticsearch parce que j'ai des capacités enfin, moi, le cœur de mon business, c'est la recherche, c'est Mmh. pas, mais des fois, je pourrais très en fait, c'est comme ça pourrait être stocké dans du MongoDB et cetera. Mongo est très mauvais pour faire de la recherche, de Comme l'agrégation. SQL, hein. Ouais, Qu'est-ce ah ouais, qu'on ouais, peut non. mettre des index Ouais, partout, en ouais. fait. Ça coûte très cher en stockage. Par contre, ce qui est bien quand tu fais du sharding avec Mongo, Mmh. c'est que les index que tu vas créer vont être découpés en sous-index plus petits. Parce qu'en fait, chaque shard va stocker moins de données. Donc en fait, au final, ça sera plus facile pour Mongo de faire de la recherche parce que les index sont beaucoup plus petits. Donc même si Mongo ne reste pas performant en Mmh. recherche, ça te permet quand même d'avoir des requêtes qui sont beaucoup plus rapides Avec le sharding, ouais. avec le Ouais, sharding. parce que c'est vite plus petit, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Parce que c'est OK. des, tu sais, les index, c'est vraiment des arbres, quoi. Donc les arbres sont beaucoup plus réduits. Ouais, super intéressant. Je crois que tu as posté à d'autres sujets que tu voulais aborder au niveau des migrations. Heu, 50 minutes à peu près. Bah, je pense que c'est, ouais, en termes de migration, c'est important de. En fait, c'est vraiment, c'est que tout est histoire d'équilibre, hein. Tu sais, c'est important Mmh. de pas être trop en mode tous les matins tu te lèves et t'es là, genre, ah, putain, il y a une nouvelle version de Ouais. telle dépendance, je la mets à jour. En fait, tu passeras jamais, tu vas jamais travailler sur ce qui est important. Syndrome de l'ingénieur, ça, au Ouais, final, ouais. tu shippes, C'est satisfaisant, mais c'est pas important pour ta boîte. Et de l'autre côté, il faut pas non plus se faire rattraper par le legacy, par la dette technique. En fait, simplement, ton code peut être magnifiquement fait. Genre, la dette technique, elle va s'accumuler si tu fais pas les mises à jour, hein, tout simplement. Et il y a tout un tas d'exemples comme ça enfin, de vieux systèmes dans les grandes boîtes qui Mmh. finalement qui tournent aujourd'hui sur. Ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un data center dans une grande boîte, tu vois. Et ils avaient toujours un vieux serveur qui tournait sur Solaris. Donc, c'est un vieux système d'exploitation avec un serveur Sun avec un processeur PowerPC. Enfin, tu sais, c'est des trucs, genre, t'es là, genre, mais comment est-ce que je compile des programmes aujourd'hui pour cette plateforme-là? Et en fait, les gens, ils sont là, genre, ne débranchez pas le serveur, ça tourne, tu vois. Ça, pour moi, c'est l'histoire d'horreur, tu vois, il faut pas en arriver là. Ouais, ça, Et c'est tu as un peu de temps en général si tu es si tu en fait, c'est comme tu dis, il y a un juste milieu, par exemple, en fait, il y a aussi des choses qui sont, où tu peux pas y couper. Je m'en étais aperçu, en fait, parce que je codais à fond jusqu'en 2014, 2015, enfin 2014. Après, je suis rentré, à The Family, du coup, j'ai fait beaucoup de marketing mmh, et j'ai beaucoup moins codé. Et quand je suis sorti et que justement j'ai commencé à travailler avec vous, entre-temps, il a fallu 2 3 ans, hein, ça a été mmh, rapide. On avait totalement changé de philosophie au niveau du front. On mmh, était passé en composant, donc toute l'interface qui était fait, fallait tout refaire en composant, donc il y avait vraiment un paradigme qui avait changé. Et là, j'ai vu à partir de 2018-2019 un autre paradigme qui a changé, c'est qu'on a eu l'émergence du TypeScript mmh. et en fait, adapter un code JavaScript en TypeScript, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail, c'est limite du travail de fourmi et ça, c'est pareil, tu peux le délayer, mais il y a un moment, si tu fais pas le taf de mettre à jour tes stacks, tu vas être aussi embêté sur le recrutement au niveau des talents. Parce que les talents, ils vont pas vouloir bosser sur du code de merde, et donc tu as un juste milieu à faire, mais je prends des cas, par exemple, d'un entrepreneur qu'on connaît bien, qui habite à Barcelone, genre, Mmh. sa stack, c'est du PHP, tu vois? Il peut pas recruter. Il sait, parce que, aucun développeur va accepter de bosser sur une version de PHP qui est aussi ancienne, tu vois? Après, néanmoins, je dois dire que je vois beaucoup de développeurs qui ont une stack PHP, c'est assez productif, en fait, au final, hein. Parce que c'est pas un langage qui a l'air d'évoluer beaucoup. Moi, j'en ai fait en 2012, Ouais. 2011. Je connais pas moi, mais ouais. J'ai pas vu les évolutions nécessairement, mais en fait, je vois beaucoup de personnes qui travaillent très vite en PHP. Enfin, C'est vrai qu'il y a un peu la sensation de faire les choses à la salle, peut-être. tu aurais jamais fait ouais, Euh, ça Ah c'est non, bah non, non, parce que PHP, c'est un langage scripté. C'est non, comme mais le même avec le Python. mindset de faire un truc dirty, enfin, quoi qu'il y ait dirty, ça marche au début, Non, mais mais c'est juste que tu fais pas un mmh, système tu fais pas du messaging en PHP. Tout mmh, simplement parce que tu as besoin d'avoir l'event loop Node.js. Node.js, c'est fantastique pour faire des applications real time, en gros, mmh, qui font de l'événementiel, tu vois, qui tournent. Qui tournent en permanence, tu vois, et qui handle des événements, etc. Parce que le truc de PHP, c'est que tu peux faire des applications qui tournent, tu sais, genre en mode serveur, mais tel que ça a été conçu, PHP, c'est, tu sais, genre, il y a une personne qui arrive sur ton site web, t'as le serveur Apache qui arrive, qui va appeler le process PHP, qui va run le script PHP, qui va retourner mmh. un résultat, et après, ça va s'arrêter là, tu vois. Je peux pas vraiment t'as pas de concept de l'event loop comme on a en Node.js, et qui est absolument fantastique pour faire des applications modernes, real time, tu vois. Ça s'est vraiment vu avec Meteor.js, en 2014-2015, qui était vraiment une très belle application Ah ça, bonne de Node.js. proximité aussi, hein. C'est Ouais, par contre, oui. pour avoir mis les pieds dedans, pendant 3 ans, Ouais, c'est ça consommait à mort, mec. ouais. Ah franchement, ça
Ça consommait tellement par rapport à une application normale et j'ai même on va pas parler sur 50 millions de Meteor.js, mais il y avait un développeur qui avait dit que dans un article et qui était un fan de Meteor.js, un évangéliste et tout, et il avait fini par écrire un article à un moment en disant qu'il arrêtait de Meteor et une de ses raisons pour de son arrêt de Meteor, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin que tout soit real time? Mhm. C'était ça la fin de son article et j'ai trouvé ça vrai en fait, parce qu'au final dans ton application, tu as pas besoin que tout soit real time. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans une stack, dans les stacks, parce que Meteor, c'est genre, c'est un monolith où c'est tout, en fait. Enfin, ta codebase, elle fait tout. Mmh. J'aime beaucoup les concepts aujourd'hui où tu décorrèles, c'est-à-dire que d'un côté, tu as ton API REST, qui te permet aussi que les développeurs s'intègrent avec toi de manière très facile. Donc ça, c'est vraiment une codebase à part. Tu as ton front-end, donc ça va être un Vue.js, etc., qui sera compilé en React, statique. Next, ouais. Et ton Vue.js, tu peux limite l'héberger sur du Cloudflare Page, du Netlify. Ton API, elle Ouais. sera hébergée autre part sur un droplet DigitalOcean. Et en fait, t'es vraiment libre, tu vois, genre tout est découplé, décorrélé. Genre si tu fais une merde, genre dans le déploiement de ton front-end, c'est pas grave, ton API elle tourne toujours. Donc en fait, les développeurs qui s'intégreront avec toi en mode serveur, ça sera toujours disponible. Et vice versa, genre si ton API est down, tu pourras mettre un joli message d'erreur sur l'app. Faut vraiment que les choses soient découplées aujourd'hui, je pense, dans les infras modernes. Et Mmh. il y a un concept qui aide beaucoup avec ça, je trouve que c'est le 12 Factor App, si je me trompe pas, de Heroku, qui avait fondé Ouais, ça, et qui avait bien défini ça, en fait, déjà il y a très longtemps. Comment faire des apps minimales, tu vois, genre vraiment découplées et qui sont capables de s'interfacer, en fait, entre elles avec des protocoles standards. J'avais beaucoup aimé Mmh. leur philosophie. Ça existe même plus Heroku d'ailleurs, non? C'était Si, racheté si, par ça Flex. existe toujours, mais le 12 Factor App qu'ils ont un peu inventé, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr, à vérifier. C'est un peu ce qui définit aujourd'hui toutes les infrastructures modernes, hein. Là, j'ai rajouté un œil, Ouais, j'avais vu que je sais que c'est une seule page en fait, c'est le landing page c'est une avec checklist. ouais. Ouais. Par exemple, configure tes services non pas avec des fichiers de configuration, mais avec des variables d'environnement. Mmh. Parce que les variables d'environnement, tu peux les passer, tu peux les sécuriser, tu sais, dans un vault et genre au moment du déploiement, tu les passes, tu vois. Alors qu'un fichier de configuration, bah, c'est en clair sur le disque. Ouais, c'est N'utilise intéressant. jamais le file system, n'écris jamais de fichiers sur le file system. Écris-les dans des bases de données qui sont exposées sur le réseau, parce que ça te permet du coup d'avoir des microservices que tu peux répliquer, tu vois, horizontalement. Mmh. Plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Ouais. OK. Moi, c'était à peu près tout ce que j'avais à raconter, hein, sur l'immigration. Je pense qu'on c'est pas la peine qu'on en parle, tu vois pas d'autres choses, des heures à Très ajouter? franchement, non, mais je continue les migrations, donc j'aurai peut-être des choses à ajouter dans les semaines à venir. Mmh. Mais c'est vrai que je pense qu'on partage une chose, c'est que tu peux vite tomber en burn-out Ouais. à force de migration, hein. Ça fait du bien de parler avec toi parce que je me suis dit, parce que tu es quand même un costaud, hein, faut dire ce qu'il y a et putain moi j'en pouvais plus mec, vraiment mais je disais: «Mais Hmm. je voyais pas la fin». C'est-à-dire que tu as une checklist mon gars et Ouais, tu hustles à fond, tu dégages de 15 tâches et puis en fait, mais putain merde, tu découvres un nouveau truc et tu en as 50 autres tâches qui arrivent. Là tu te retrouves avec et en fait ça se termine jamais hmm. et franchement il y avait un moment où je me suis dit, bah, va falloir serrer les dents et c'est du mental quoi mais et et puis surtout, il y a un truc qui est fatigant parce que tu as les gens qui demandent des features, mais du coup, tu es en processus de pause, enfin bref. Hem, Ça c'est donc très dur quand ouais, tu es seul aussi sur un produit. Mais j'ajouterais que même quand tu es dans une équipe, c'est dur aussi, puisque quand tu fais tes bah, regarde, migrations, hein. toi, tu peux bloquer aussi les Mais regarde développeurs. quand on a migré de Vue 2, c'est même pas on a Ouais, ça migré bloquait tous les features. d'AngularJS à Vue 2 sur Ouais. Prism. Bah, en fait, je me souviens que toi, tu développais l'application Vue, Mmh. mais moi, de l'autre côté, il y avait les clients en fait qui demandaient des features en urgence, donc je m'étais mis à développer des features toujours en Angular. Bah, oui, oui, tu as pas le choix. Puis après, tu as rattrapé en Vue, parce que du coup, tu avais réimplémenté l'app en Vue. Mais du coup, il fallait rattraper le backlog de 1 ou 2 ans de travail sur l'Angular et pour le réimplémenter en Vue. C'était une sorte de Et sprint tu sais combien de temps permanent, ça a pris? On pensait le faire en 6 mois, hein. 2 ans et demi, je crois, Non, pas 2 ans. non, ça a pris 2 ans et demi. Ça a pris, alors je dirais entre 16 et 18 mois. Je me souviens plus exactement, mais ça a pris 1 an et demi à peu près. Ouais, un truc comme Que ça. j'ai commencé début 2017 et on l'a poussé, on a dû faire Octobre 2019, je crois. ouais, On l'a lancé. Octobre donc en 2019. tout cas, ça a pris peut-être 2 à 3 fois plus de temps que ce qu'on avait prévu au Ouais. début et ça a été, alors après on en a profité aussi pour faire plus de fonctionnalités, mais Mm. ce qu'il faut retenir et ça c'est un peu l'envers du SaaS et c'est ce que je voulais faire dans cet épisode, c'est que l'immigration, personne n'en parle beaucoup, mais c'est une décision qui est stratégique, Mhm. et quand on prend ces décisions-là, il faut vraiment passer du temps à se dire: «OK, bah, ça va prendre plus de temps que prévu» et combien de temps? Il va falloir bien estimer parce que c'est pas des périodes faciles et je pense que tu peux cramer une équipe aussi, si Ouais. tu t'y prends mal, hein. Quand j'imagine même pas, un énorme site à migrer, franchement, putain ça peut te cramer une équipe si tu le fais mal, quoi. Ouais. Il faut surtout pas faire des mises à jour au quotidien. Par contre, il y a quelque chose qui est très important quand même, c'est la sécurité. Il faut quand même être alerte Ouais, et peut-être abonné à des bases d'alerte de sécurité. Donc les CVE, typiquement.
Donc, pour être notifié très vite quand tu as des CVE qui arrivent, donc des failles de sécurité dans ce que tu utilises. Et ça, t'as pas besoin de faire des migrations. Parfois, les vieilles versions que tu utilises vont être patchées. Donc, tu peux les mettre à jour. Parce qu'il faut pas être non plus, tu sais, genre en mode stressé, tu vois, par la sécurité au quotidien et du coup être constamment en train de faire les mises à jour. Mais il faut quand même regarder les CVE, quoi. Très OK, important. intéressant. Bon, eh bien, je pense qu'on peut terminer sur ça. Moi, tu vois, je retiens un truc de cet épisode, c'est qu'il faut, délayer les migrations et des fois, c'est un avantage d'être un latecomer Mhm. qu'un qu'un un mec qui met direct à jour et je te dis, moi, je pense que j'ai migré un peu trop tôt. J'aurais dû attendre 6 mois, 8 mois, peut-être même l'été prochain. Donc en tout cas, c'est une bonne leçon et puis, bientôt pour un prochain épisode, tu as peut-être un sujet que tu as envie de parler toi prochainement ou? Je pourrais parler de Nomad éventuellement, de l'orchestration de manière plus fine. Ça sera très technique, mais d'ici quelques mois, Ouais, ça pourra quand faire un j'aurai épisode traité le comme ça. Bon, sujet, ce sera technique par contre, mais, très technique, ouais. ça c'est Mais pareil, tu m'as appris un truc, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, ces alors mots-là. j'ai écrit un article d'ailleurs qui peut intéresser pour ceux qui veulent tester Nomad. Donc si vous avez un compte Volter, qui est une alternative à DigitalOcean, j'ai écrit un script que tu peux mettre en boot script chez Volter. Et quand tu vas créer des serveurs en fait avec un certain nom, ça va t'installer automatiquement ton cluster Nomad. Donc en fait, tu peux C'est genre quoi, créer c'est des... ton GitHub? C'est sur mon GitHub, j'ai écrit un article de blog aussi sur C'est sur Val mon canal. Salio, c'est ça? C'est Valérian Salio sur GitHub, donc c'est un Gist, donc il faut aller sur Gist. Ou alors sur mon site, sur le journal, il y a un article à ce sujet-là. Et c'est vraiment, au final, j'ai réussi en une journée, je comprenais comment ça marchait, j'ai réussi à héberger des Ouais. trucs. Tu as appris J'ai, quoi sur Udemy, sur non, Google, YouTube? sur la doc Nomade. Ouais, tu t'appelais doc en fait, Ouais, c'est pareil, c'est quelques ça? articles de blog. C'est important les articles enfin, que les gens écrivent des articles de blog aussi une fois qu'ils découvrent une solution, parce que Nomad c'est quand même assez nouveau, on va dire. Ouais. Donc il y a moins de communauté que Kubernetes. Mais ouais, c'est important de partager du coup quand on produit quelque chose, quoi. Mmh. Et il faut laisser pour ça qu'il faut attendre des fois dans la durée que les gens aient le temps de Ouais, documenter c'est ça. leurs essais, erreurs et que ce soit d'autres qui les font pas plutôt que nous, quoi. Exactement. Voilà. Bon, bien, merci à tous en tout cas, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker cet épisode si ça vous a plu, et à aussi suggérer des sujets en commentaire. Nous, on a plein de sujets qu'on aimerait aborder. Ça peut être le produit, enfin tout ce qui est design, UX, Ouais. Sketch, Figma, je sais pas, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai même découvert des super invités. Je pense qu'on va acheter d'autres micros là, mais j'ai découvert un mec à Nantes, un entrepreneur, on en parlera après, qui a l'air assez puissant. Donc voilà, merci à tous et à bientôt. À bientôt.